Bienvenue à ma présentation de moi déjà, et puis de mon parcours et de ma pratique. Donc je vais vous parler d'abord un petit peu de moi, de savoir de savoir déjà un petit peu qui je suis, parce qu'en tant que thérapeute c'est important, il y a le thérapeute et il y a sa pratique, donc c'est important un petit peu de me présenter. Je vais présenter mon parcours, donc comment et pourquoi je suis arrivée là aujourd'hui, pourquoi je me suis dit que j'allais en faire mon métier, et le décodage, parce que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, enfin ou juste dans les grandes lignes. Donc d'abord je vais en parler un petit peu dans la théorie, donc un peu ce qu'on a appris nous, comment est-ce que on va décoder justement, et dans la pratique, comment ça va se passer quand vous allez venir chez moi, comment est-ce qu'une séance va se dérouler et qu'est-ce qu'on va faire concrètement, et quelques cas pratiques pour vous montrer un petit peu ce que moi j'ai déjà fait, ce que les gens ont tiré de ces séances. Donc qui je suis? Je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans. On dit souvent de moi que je suis passionnée, sensible et empathique, mais je suis surtout très créative. Je passe énormément de temps à fabriquer des choses. Et du coup, je suis passionnée et je suis créative. Et les deux ensemble, ça donne que mon appartement ressemble à un atelier de bricolage la plupart du temps. Parce que je fais de la peinture, de la couture, de la poterie, de la pâtisserie aussi, ça rentre dans la créativité. J'ai eu la chance de grandir dans un foyer aimant, mais ça n'a pas empêché que je me sente souvent seule. Pas forcément seule physiquement, là j'ai toujours été hyper bien entourée, il n'y a pas eu de soucis, mais seule dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de ressentir le monde. Et ça a fait que c'était pas toujours hyper facile, je me suis sentie vite submergée avec mes émotions, jusqu'à principalement au collège, où au collège il y a beaucoup de gens pas très bien dans leur peau. C'est là où je me suis rendu compte que comme ma vie à moi était pas si pourrie que ça, et que je me sentais quand même vraiment très très mal, il y avait de fortes chances que j'absorbais ce qui se passait autour de moi. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, il y a des choses qui ont l'air de venir de moi, d'autres pas de moi, comment est-ce que je fais un petit peu pour identifier justement qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. À côté de ça, j'ai commencé une carrière scientifique parce que j'avais envie de mieux comprendre le monde, comment ça fonctionnait, comment moi je fonctionnais, comment. C'est toujours une grande question. Je cherchais du sens à tout ça, parce que le monde, pourquoi le monde? Euh, Et à côté de cette carrière scientifique, j'avais quand même toujours les mêmes questions qui restaient. Comment savoir ce qui vient de moi ou non, parce que ça a fait partie de mon quotidien pendant un moment. Comment laisser ce qui est pas à moi à l'extérieur, parce que c'est bien de savoir qu'il y a des choses qui sont pas à moi, mais comment ça sort. Et comment est-ce que je peux en faire autre chose qu'un fardeau, parce que avoir des difficultés à faire les courses parce qu'on sent où les gens ils ont mal, être en difficulté dans le tram parce qu'il y a beaucoup d'informations et d'émotions à tout le monde, c'était pas terrible. Donc comment en faire autre chose que juste c'est pas agréable d'être dans une foule. Et surtout, est-ce que je suis folle, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui en parle non plus, de quand ils ressentent des choses ou pas, donc est-ce que je suis folle? Mais ma carrière scientifique, elle m'a pas permis d'étancher vraiment ma soif de connaissance. Parce que j'ai eu une connaissance très factuelle, le monde il fonctionne comme ça, il y a des cellules, il y a le monde, ça fonctionne, voilà. Mais je me suis rendu compte que c'était pas cette connaissance-là que je cherchais à comprendre pourquoi je ressentais les choses, comment je ressentais les choses, qu'est-ce qui se passe autour, mais à un autre niveau. Donc j'étais contente, j'ai appris les bases, j'ai appris comment ça fonctionnait selon les scientifiques, et j'ai eu envie de découvrir, oui, mais moi je sens d'autres choses, donc comment ça fonctionne. Donc je me suis ouverte à d'autres choses, au monde ésotérique, j'ai commencé à toucher un petit peu à tout, à voir ce qui me correspondait le mieux, et au fur et à mesure, je me suis perfectionnée dans la cartomancie, le passage d'âme, les nettoyages énergétiques de lieux ou les soins à distance. Ça, c'est que des choses que je propose pas encore du tout dans mes prestations, mais c'est des choses qui font partie de mes hobbies ou pour mes proches, ou voilà, ça dépanne, si je suis contente, ça m'amuse, ça fait autre chose. Mais tout ça, ça a vraiment permis de transformer qui je suis, puisque ça m'a permis d'accepter d'être entourée de gens. Parce qu'avant ça, c'était pas très facile d'être entourée de gens, puisque les gens ils ont plein d'émotions et que je savais pas gérer ça. Du coup, ça m'a permis d'avoir un nouveau point de vue et une ouverture sur le monde. Et ça c'était vraiment très très chouette. Donc je suis allée à la rencontre de plein de thérapeutes. Je suis allée voir un peu ce qu'ils faisaient, chacun de leur côté, et je me suis rendu compte que les thérapies c'était un peu genre comme un grand soleil. Tout était au centre et au final on tirait tous la même chose. En fait, tout le monde avait la même base et le faisait à sa manière avec ses propres ressentis. Donc je suis allée voir un petit peu toutes ces pratiques, j'en ai choisi quelques-unes et j'en ai testé plusieurs. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté le biodécodage. Donc j'ai testé une séance parce que je me suis dit ça c'est trop chouette, c'est enfin quelque chose qui me permet d'avoir ma carrière scientifique et mes ressentis et quelque chose qui fusionne les deux. Et ça c'était trop chouette, je me suis enfin dit ça y est, je suis plus juste folle. J'ai ce qu'il me faut en biologie et en physiologie et j'ai mes ressentis et je peux enfin utiliser les deux. C'est là que j'ai choisi de commencer ma formation. Pas tout à fait. C'est là où je me suis dit, un jour je me formerai à ça. Donc je me suis inscrite à la newsletter et au bout de quelque chose comme 3 ou 4 mois, j'ai reçu un mail qui disait « C'est la dernière année où on forme en Alsace, après ça ce sera que à Paris. » Et là je me suis dit non, en plus de devoir me former à côté de mon travail, si je devais encore gérer les déplacements, c'était pas possible. Je me suis dit tant pis, je commence sur un coup de tête.
me suis inscrite à cette formation. Au départ, je me suis dit, je m'inscris pour aider mes proches, pour faire à mes parents, ma famille, mes amis, ça va être chouette, je vais apprendre à dire, ah t'as mal à la tête, c'est à cause de ça, c'est trop cool. Sauf que je suis arrivée là-bas et je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça, c'était pas juste apprendre à lire un dictionnaire et à dire si t'as mal au coude, c'est parce qu'il s'est passé ça dans ton enfance. Et en fait, ça m'a permis de beaucoup travailler sur moi, puisque chaque week-end de formation, on faisait de la thérapie en tant que thérapeute et en tant que patient, forcément. Et cette formation, je l'ai vraiment finie pour moi, parce que ça m'a ouvert beaucoup de... moi, je me suis ouverte au monde, je me suis trouvée moi-même, et ça, c'est assez impressionnant, juste d'aller à la rencontre de soi, sans les croyances qu'on s'est créées au fur et à mesure de notre vie, sans avoir l'impact de comment on a été élevé. C'est plein de petites choses qui nous ont fabriqués, mais au final, qu'est-ce qu'on est en dessous de tout ça, avant qu'on nous dise oui, tu sais, tu aimes cette couleur, ou si t'aimes bien faire ça. Non, qui je suis moi à l'intérieur, avant tout ça. Donc là, c'était trop cool. Ça m'a permis vraiment d'avoir envie de finir cette formation pour moi et d'en faire mon métier, parce que je me suis dit, mais si moi j'ai pu me trouver moi-même et savoir qui je suis à l'intérieur de moi et être droit dans mes bottes, j'ai envie de pouvoir donner ça aux gens, j'ai envie de pouvoir leur permettre de se trouver et de se connaître. Donc normalement cette formation, elle se fait, juste la théorie se fait sur 3 ans. Bien sûr il peut y avoir des laps de temps entre pour pratiquer, mais normalement c'est 3 ans de théorie. J'avais pas la patience de faire 3 ans, donc je l'ai fait sur 2, en tout cas la théorie je l'ai fait sur 2 et j'ai pratiqué à chaque fois entre. Donc j'ai fait un gros condensé puisque je me formais à côté de mon travail, je n'avais pas envie que ça s'éternise trop, j'avais envie d'en faire mon métier. J'ai passé mon diplôme d'accompagnatrice en décodage en août 2022 et j'ai déménagé dans la foulée pour avoir un appartement plus grand pour pouvoir vous accueillir chez moi. Donc j'ai ma petite pièce maintenant qui est dédiée à ça. Et j'ai créé ma micro-entreprise le 19 novembre 2022, donc ça fait 1 an depuis une semaine. Donc ça m'a permis de faire un bilan aussi, de me dire ok, j'en suis où, qu'est-ce qui a bougé en 1 an, est-ce que j'en suis satisfaite ou non, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. En l'occurrence, la communication. Mais voilà, donc ça c'était la petite partie sur moi, vous êtes quand même venus plus pour en savoir sur le décodage à mon avis que sur moi. Mais voilà, donc le biodécodage. Le biodécodage, en bref, ça a été créé par Christian Flech en 93. De base, il avait une formation d'infirmier. Il a juste toujours eu une curiosité scientifique qui a fait qu'il s'est inspiré de plein de travaux de plein de gens, notamment tout ce qui est de l'auto-hypnose, la PNL, des travaux de Marc Frechet, de Erickson et de Hammer, pour en faire quelque chose de très complet et, selon ses observations, d'en faire quelque chose à chaque fois de plus en plus fourni et de plus en plus précis, en sachant que c'est pas une science exacte, c'est plus sur un gros condensé d'hypothèses. C'est à force de voir des gens, à force de voir des hypothèses et de savoir qu'est-ce qui vient de quoi, il a fait un genre de dictionnaire qui n'est pas du tout exhaustif, c'est-à-dire que vu que chaque personne est unique, tout simplement, tout va pas forcément coller à tout le monde. Mais dans les grandes lignes, on part sur des hypothèses qui sont plus ou moins universelles. Par contre, ça remplacera jamais la médecine traditionnelle. Je suis pas médecin et je suis pas magicienne non plus, donc je vais jamais prescrire quelque chose. Je vous prescrirai jamais quelque chose et je peux pas vous promettre de guérison. Je peux vous promettre de vous accompagner vers la guérison, mais ce sera vous le premier acteur de ces soins et de vous-même en fait. Vous allez être sur le chemin et moi je serai juste là pour vous accompagner dans ce que je peux faire, parce que je ferai au mieux, mais je peux pas vous promettre de guérison. Dans la théorie pure et dure, dans la vie, on vit sur une énorme ligne de temps. Et il y a des événements. Quand ils sont positifs, tout va bien, tant mieux. Le corps l'encodera quand même, mais comme quelque chose de positif, un peu comme des ressources. Quand on se dit « Ah, c'est trop bien quand je sens les baguettes grillées le matin qui sortent du grille-pain, ça me rend heureux. » Bah là, le corps, il a encodé les baguettes, le pain grillé, ça c'est incroyable, ça me rend heureux. Mais malheureusement, dans la vie, il y a aussi des choses qui ne nous rendent pas très contents. Et ça peut créer un biochoc. Enfin, nous, on appelle ça un biochoc. Et on a 4 conditions pour dire qu'une situation est un biochoc. Alors, le plus important, c'est qu'elle doit être soudaine et imprévue, déjà. Parce que souvent, on se dit pas... Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu venir. C'est qu'on vit ça tout seul, la plupart du temps. On n'a pas de solution. Et on n'a pas de solution immédiate. C'est soudain, on est tout seul. Et c'est vécu de manière dramatique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intense et fort et imprévu et on se le prend. Il y a beaucoup de situations comme ça, notamment dans la petite enfance, parce que on est tout nu face au monde, on a 0 ressources et que chaque jour est une nouvelle première fois. Donc il y a 2 solutions. Il y a soit il s'est passé quelque chose, on trouve une solution consciente, c'est ok, pas de souci. La vie continue, juste je sais pas, la collègue elle m'a emmerdé, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution, ok. Soit on cogite vraiment très longtemps sur cet événement. Et alors, il y a le corps qui va être obligé de mettre une solution inconsciente en place. Parce que c'est pas ok pour le corps, au bout de 6 mois, d'être encore bloqué sur le même problème, sur le même biochoc. Et alors, ce biochoc, qu'est-ce qui se passe ? Toujours sur une ligne de temps.
Quand il y a un biochoc, il va y avoir mise en place d'un programme. C'est un petit peu comme si vous lanciez votre truc Excel et que, voilà, juste, il s'est passé quelque chose, je veux plus le revivre, donc il y a ça qui est prêt en cas de besoin, je sais que c'est là, mais tout va bien. La vie, elle continue, il n'y a pas de symptômes, c'est tout nickel. Mais un jour, il y a un événement qui peut avoir rien à voir avec le biochoc, mais qui a le même ressenti. Ça peut être juste, quelqu'un vous a posé un lapin ou une première rupture amoureuse, et il y a cette sensation, par exemple, d'abandon, qui arrive très souvent quand on est bébé, parce que c'est vite arrivé de perdre maman des yeux, par exemple. Et bien, ça va nous mettre sur un même rail émotionnel. Ça va faire que votre corps, il va pas être là à l'instant T dans l'événement qui vous fait du mal, là, le nouveau, mais par contre, il va répondre comme si vous étiez à la toute première fois. Donc lui, il a super peur, il s'est dit non, ça je connais, ça fait super mal, je veux pas le revivre, et ça tombe bien, j'ai déjà mis un programme en place. Donc il va déclencher ce programme, il va être en mode ok, j'ai ce qu'il me faut, je le lance, il n'y a pas de souci, je veux plus jamais revivre ça, et ma solution du coup, c'est le symptôme. Et c'est pour ça que nous, un symptôme, c'est pas quelque chose de très positif, mais pour l'inconscient et pour le corps, c'est sa solution pour pas revivre un choc émotionnel, c'est sa solution qu'il va trouver pour que ça n'arrive plus. Et du coup, moi, mon job, ça va être, avec vous, puisque c'est vos vies et puis que je les connais pas mieux que vous, de partir de votre symptôme et de retrouver le programmant, le biochoc, pour travailler directement à la source et faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de symptômes. Parce que si on enlève cette étape-là, d'ailleurs, si on enlève cette étape-là, il n'y a plus besoin du symptôme. Et même si vous retombez sur un événement qui avait le même ressenti, il ne redéclenchera plus de programme puisque on amènera justement les ressources, on aura accompagné justement la jeune version de vous dans ces traumas, on l'aura accompagné, donc ce sera plus un biochoc. Donc il n'y aura plus besoin du symptôme. Et pour trouver tout ça, on a plein de grilles de lecture, plein d'informations qui vont nous permettre d'affiner la recherche, parce que la vie est faite de plein d'imprévus et il arrive des choses dans les vies de tout le monde qui sont complètement différentes. Donc on a pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous en ai déjà parlé, c'est les étages de la biologie, présentés un peu différemment. Mais globalement, ça va être séparé en 4 étages. D'abord, tout ce qui concerne la survie, qui va toucher principalement du coup ce qui est vital. Ça va être principalement les glandes et système respiratoire, digestif, reproductif. En tout cas, tout ce qui est nécessaire à la survie de l'espèce. Donc ça va être vraiment le niveau basal, où si vous l'avez pas, vous êtes mort. Donc ça va être la priorité numéro 1 du corps. Donc on classe déjà tout ça dans la survie. Ensuite, il y a tout ce qui va être la protection. Ça va concerner tous les conflits de souillure, d'agression, d'atteinte à l'intégrité. Ça va toucher principalement les épithéliums, c'est-à-dire tout ce qui enveloppe. Ça veut dire le derme, le péritoine, le péricarde, tout ce qui entoure les organes. C'est vraiment la protection. Ensuite, il y a l'étage du déplacement, de je me déplace, qui va toucher beaucoup de monde dans notre société, puisque ça concerne la dévalorisation, qui est très en vogue parmi nous. Donc la dévalorisation, l'impuissance, l'incapacité, comme c'est marqué là. Et ça va toucher tous les tissus qui vont permettre de se déplacer. Les os, les muscles, les tendons, ça va être vraiment tout ce qui est locomoteur, ça va être là-dedans. Et ensuite, il y a je me perfectionne, je communique, puisque on reste des êtres sociaux, et une fois que tous les étages d'au-dessus sont complets, qu'on survit, on peut se protéger, on peut se déplacer, l'homme il a quand même besoin de lien social, et ça reste quelque chose de très important. Donc ça va être tout ce qui touche l'extérieur. Donc les muqueuses, parce que ça touche quand même l'extérieur, et la peau, enfin ouais, tout ce qui touche l'extérieur, dont les organes des sens, puisqu'ils nous permettent de communiquer avec l'extérieur. Donc tout ça, ça va être classé en 4 étages. Et pour affiner tout ça, on a d'autres outils. Par exemple, pour les organes, et ceux-là uniquement, pour tout ce qui touche les seins, les épaules, les reins et les gonades, on va avoir une latéralité qui va se mettre en place. Par exemple, pour tout ce qui touche le côté gauche, ça va être les relations, on appelle ça le nid strict, qui va toucher les relations verticales, donc tout ce qui est mère-enfant. Et chez nous aussi, en tout cas dans notre génération, c'est sûr, nos enfants, ça peut être remplacé par nos animaux. C'est pour ça que j'ai mis ou transposé, parce que quand on dit « Oh mon petit bébé d'amour » à son chat, le corps il a pas de virtuel, donc c'est mon petit bébé d'amour, et ça peut être, s'il y a un problème avec l'animal par exemple, ça peut être considéré comme un conflit mère-enfant par exemple, puisque c'est un peu nos bébés. Hein. Et puis tout ce qui va toucher le côté droit, ça va être tous les gens qu'on met à notre niveau, donc les relations horizontales, amis, collègues, frères, sœurs, tous les gens qu'on met à notre niveau tout simplement. Ensuite, encore pour affiner le diagnostic, pour ce qui est locomoteur, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a toujours cette latéralité droite-gauche. À droite, ça va être plutôt on m'a obligé à faire une action, et à gauche, on m'a empêché de faire une action.
c'est des petites phrases, c'est des petites nuances, mais ces nuances vont permettre à nous, en tant que thérapeutes, de vous accompagner pour trouver le conflit le plus précis possible. Parce que ça va nous permettre vraiment de cibler exactement vers là où on doit aller. De la même manière, pour les organes des sens, on a l'information qui rentre à droite et l'information qui sort à gauche. Ça peut sembler un peu abstrait, mais par exemple, ça peut donner quelque chose. Si j'ai des pathologies au niveau de l'oreille droite, on va pouvoir ajouter la nuance. J'aurais aimé entendre la parole de ou... oui, par exemple, voilà. J'aurais aimé entendre la parole de ou j'aurais aimé qu'on me dise ça. Si ça touche l'oreille gauche, on va pouvoir plutôt dire des phrases j'aurais aimé qu'on entende ça de moi, ou j'aurais aimé... Oui, ça va être principalement ça d'ailleurs. J'aurais aimé qu'on entende ça de moi, j'aurais aimé qu'on entende que j'ai dit ça, ou voilà. Donc c'est des petites nuances qui vont vraiment permettre d'affiner la cible thérapeutique. Ça, je pense que tout le monde en a dans son parler courant. On appelle ça des prédicats. C'est tous les je suis saoulée, ça me fait chier, j'en ai marre. Tous ces petits mots qu'on utilise au quotidien qui viennent directement de notre inconscient pour nous parler de où on a des conflits dans le corps. Ça peut sembler aussi très abstrait, mais c'est hyper intéressant. Par exemple, je suis saoulée, c'est assez littéral, hein, on va quand même aller sur le foie, sur le saoulé à cause de l'alcool, mais ça va toucher du coup plutôt des conflits de manque, plutôt tout ce qui est attrait au foie, donc peut-être un peu de colère, mais surtout le manque. Ça me gonfle, qui peut avoir deux nuances, ça peut être ça me gonfle au niveau pulmonaire, puisque ça parle de l'espace et de l'air, parce que l'air c'est la seule chose qu'on partage vraiment avec les autres, donc ça parle de territoire et d'espace, surtout d'espace partagé. Donc ça me gonfle, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre espace, dans votre territoire qui vous emmerde. Donc ça c'est mon conflit à moi. Et il peut y avoir le ça me gonfle plus au niveau de l'eau, tout ce qui est rétention d'eau et tout, ça peut rentrer dedans. Donc ça va être tout ce qui est plutôt perte de repères au niveau des reins. Ça me gave et ça me fait chier, ça va être plus digestif. J'ai tout fait pour lui, ça peut être aussi justement au niveau des bronches. Un peu j'ai étouffé, quand les gens me disent ça, j'ai tout fait pour lui, je comprends pas. C'est un peu je m'empêche de vivre pour satisfaire ses besoins. Donc il y a des petites phrases qu'on va utiliser en thérapie, mais qui me font un petit peu rire moi dans ma vie de tous les jours quand je suis pas en mode thérapeute, parce que ça permet aussi de savoir un petit peu comment les gens fonctionnent dans leur corps. Si on va plus dire des ça me fait chier, ça me gave et tout, on sait que la personne va être plus digestive, va plus fonctionner justement sur les systèmes digestifs. Quelqu'un qui me dit souvent ça me gonfle ou des choses comme ça va être plus quelqu'un qui risque d'avoir de l'asthme ou des bronchites ou des choses comme ça qui vont toucher plutôt le système respiratoire. En plus de tout ça, et j'ai fait un échantillon de tout ce qu'on a appris. En plus de tout ça, il y a deux manières de répondre à un choc émotionnel. On va avoir en gomme, qui va permettre de se protéger ou d'éliminer le problème quand on se sent agressé par le négatif. Donc ça va faire des hypofonctions, des nécroses, de l'anorexie. L'idée, ça va être vraiment de se supprimer pour supprimer le problème. Et il y a la version encrier à chaque fois, quand on va vouloir attraper, stocker, être en contact, parce que on va être séparé du positif, on va être en manque de quelque chose. Donc globalement, on peut partir du même problème et être agressé par le négatif ou séparé du positif. Juste la finalité ne sera pas tout à fait la même puisqu'on risque de partir sur de l'hyperfonction, des tumeurs, de l'obésité parce qu'on va vouloir fonctionner plus. Le corps, comme on a dit tout à l'heure, c'est sa solution. Donc si mes cellules fonctionnent mieux, j'ai moins de risques que le problème apparaisse de nouveau. Si j'ai plus de surface de peau, je serai plus en manque de contact. C'est un petit peu toutes ces choses-là qu'on va essayer de décoder, c'est comment on a vécu. C'est pour ça que le ressenti est vraiment important. Parce qu'on va pas du tout partir sur les mêmes pathologies à la fin. Tout bon. Du coup, ça c'est ma salle de soins où je vous accueille. Donc à gauche, c'est ce que moi je vois avec en général quelqu'un ici. Puis à droite, c'est ce que vous voyez avant que je vous fasse vous intérioriser. Donc ma petite place avec mes plantes. En pratique, quand vous arrivez chez moi, mon rôle c'est vraiment de mettre en place un cadre qui va vous permettre d'avancer et de vous soigner et de faire votre cheminement. Donc mon but c'est de vous accueillir, de vous accepter tel que vous êtes, d'amplifier les ressentis et d'amplifier vos ressources et de vous accompagner sur votre chemin de guérison. Pour ça, je suis là vraiment pour faire un cadre protecteur, de vous donner la permission de dire il n'y a jamais quelque chose qui va sortir de cette pièce en dehors de nous, sauf si vraiment vous êtes en danger pour vous, pour les autres, classique. Mais voilà, l'idée c'est de vous donner la protection, la permission nécessaire, que je sois là avec toute ma patience pour vous accompagner. Si quelqu'un a besoin de plus de temps pour parler, c'est pas un problème. S'il veut aller vite, il n'y a pas de souci non plus. Pour vous permettre de retrouver votre puissance et votre capacité à vous soigner vous-même, à être là pour vous. Ça fait beaucoup de points, mais l'idée, ça va être ça. C'est que le déroulé d'une séance, la première étape et la plus importante, c'est la définition de l'objectif. Parce que si l'objectif est flou, le résultat sera flou aussi. On ne sait pas trop vers où on va aller, on va chercher à tâtons. Ça peut fonctionner, mais c'est pas l'idéal. Donc l'idée, ça va être de définir l'objectif. Qu'est-ce que vous attendez à la fin de votre séance ? Pour ça,
ou après ça, on va faire l'état de l'art du symptôme, c'est-à-dire vraiment définir depuis quand il est apparu, qu'est-ce qui l'apaise, qu'est-ce qui l'augmente, et ça, vous avez mal où, le tissu touché, etc. Plus vous avez un diagnostic médical, plus ce sera fin, plus on pourra avancer vite au final. Donc vraiment, la médecine traditionnelle, on ne la met pas de côté. Une fois qu'on a défini l'objectif, que le symptôme est vraiment bien décrit, que j'ai toutes les informations, je vais déjà pouvoir vous proposer des phrases, on appelle ça des phrases conflictuelles, ça veut dire des petites phrases, par exemple, est-ce que dans ton enfance tu t'es senti blablabla, et puis on insère un peu tous les décodages qu'on a trouvés au fur et à mesure de la discussion. Et avec ça, on va vous permettre de vous intérioriser. C'est-à-dire vraiment, vous allez vous installer confortablement. Pas de panique pour ceux qui ont peur de ne pas arriver à méditer ou quoi, il n'y a pas de souci. Vraiment, l'idée c'est d'accompagner, de prendre le temps, de ressentir ce qui se passe dans le corps. Et ça, les gens, ils n'ont pas trop l'habitude encore pour l'instant, mais ça vient. Donc avec l'intériorisation, je vais pouvoir vous accompagner. On va trouver le biochoc, vider le ressenti, enfin vider l'émotionnel négatif, pour être sûr que ce soit plus vécu de manière dramatique et plus seul. Et apporter les bénéfices dans le présent et les projeter dans le futur pour vous rendre compte que ça a déjà bien servi, même en étant juste assis sur une chaise. Pour aller trouver le ressenti. Pour aller retrouver le ressenti, c'est ce qui va se passer un peu pendant l'intériorisation au tout départ, c'est qu'on va partir de la scène, de l'instant même où on a décelé que c'était le début de votre symptôme. Qu'est-ce qui a déclenché votre symptôme? On en a déjà discuté avant d'arriver là, mais voilà. On arrive à ce moment et vous fermez les yeux, on est enfin au bon endroit, et vous me décrivez la scène, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, à ce moment-là, quand il s'est passé ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé d'abord? Et au fur et à mesure, on va descendre de plus en plus profond dans vos sensations. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pensé? Quels ont été mes sentiments à ce moment-là? Est-ce que j'étais en colère? Est-ce que j'ai été triste? Et ensuite, émotion, sensation et enfin le ressenti. C'est vraiment l'instant tout précis en dessous de la sensation, en dessous du je suis tendu, j'ai chaud, j'ai froid. C'est vraiment le ressenti. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va pouvoir aller directement au biochoc, puisque le ressenti sera exactement le même et votre corps saura tirer un fil rouge entre les deux et on sera sûr d'avoir le bon endroit. Pour travailler sur le biochoc, la première étape c'est la prise de conscience, parce que souvent c'est un biochoc, donc ça n'a pas vocation à être un petit moment ensoleillé au bord de la plage où on a mal vécu quelque chose, enfin ça peut arriver, mais du coup le corps n'a pas envie d'y retourner. Donc il va y avoir un déni ou un peu un voile ou quelque chose où on se le rappelle pas tous les jours. La plupart du temps, on l'a oublié ou en tout cas on l'a mis de côté en se disant c'était pas si grave que ça. Donc la prise de conscience elle est importante. Ensuite, on va travailler sur le lâchage émotionnel, donc vraiment retraverser, sentir qu'on a été mal, vider tout ça. Une fois qu'on a vidé émotionnellement, on va pouvoir apporter des ressources. Les ressources doivent, dans la plupart des cas, venir de l'intérieur pour qu'elles soient plus stables, parce que si on dépend de quelqu'un, par exemple, j'ai besoin que maman soit là pour aller bien, ça va déplacer le problème. Donc l'idée, ça va être vraiment quelles ressources j'ai à l'intérieur de moi pour pallier ce manque, pour pallier ce problème, et ancrer cette ressource. Ensuite, quand il y a des grosses croyances qui peuvent être limitantes, par exemple, je mérite pas l'amour d'eux, ou je mérite pas qu'on m'aime, ou des choses comme ça peut être vraiment bénéfique de changer la croyance, parce que ça peut être des choses qui vont nous bloquer tout au long de notre vie. Si on pense ne pas pouvoir être aimé, parce que je sais pas, une fois papa, maman a dit quelque chose de pas sympa, ça peut impacter toute notre vie. C'est je peux pas être aimé à moins de faire ta. Et en fait, ça fait des gros blocages. Et ceux-là, on est obligé parfois de les faire sauter en séance, puisque sinon, on peut pas beaucoup avancer. Si la personne pense ne pas mériter la guérison, ça bloque un peu. Et enfin, pour les histoires qui sont vraiment lourdes, même si on peut pas changer le passé, c'est changer l'histoire. Par exemple, ce qui peut arriver, c'est que dans les histoires de viol, la personne, pour se sentir soulagée, a besoin que l'agresseur soit mis en prison. On peut pas facilement aller mettre quelqu'un en prison en séance, mais on peut le faire dans l'inconscient. Et juste déjà le soulagement de l'avoir vécu et d'avoir senti la sécurité que la personne est mise de côté, ça peut faire en sorte que ça libère. Donc on change l'histoire, ou en tout cas on ajuste un petit peu juste pour avoir le cadre sécuritaire et être en paix à ce moment-là. Toujours pas perdu? Alors du coup je vais vous présenter 3 cas pratiques, donc des gens que j'ai eu en séance, pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'il est possible d'aborder avec le biodécodage. Donc le premier cas pratique, c'est quelqu'un qui est venu, qui m'a contacté parce qu'elle avait une douleur au dos qui descendait dans la jambe. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le système locomoteur qui est touché, puisque ça parle de la jambe et du mouvement, puisque c'était une difficulté, enfin ça impactait le mouvement. Comme toujours, c'est très... Enfin, je vous ai fait un résumé, hein, la séance est plus large que ça.
Et comme ça touchait la jambe gauche, on parle d'action empêchée. Donc on commence à se questionner, est-ce qu'il y a un moment donné où j'ai été empêchée de faire quelque chose à un instant T, etc. On va un petit peu visiter tout ça. Donc la première fois que ça s'est déclenché, concrètement, c'était pendant le Covid et le confinement. Donc on était un petit peu empêchés de faire des choses quand même, on va pas se mentir. Et il y avait l'isolement, l'injustice, tous ces ressentis-là qui étaient présents. Et la dernière fois que ça s'est déclenché, c'était à une fête entre amis, où la voisine est venue pour dire de faire partir les amis parce qu'il y avait trop de bruit. Donc encore une fois, on m'isole, c'est injuste, le ressenti reste le même. Et quand on regarde dans l'enfance, c'est une punition qui a été appliquée par les parents, c'était puni de copain. Donc forcément, le même ressenti d'isolement et d'injustice. Comme toujours, c'est toujours très... Enfin, c'est fait en bref, mais l'idée c'est que le ressenti reste le même. Les événements sont complètement différents, mais le ressenti d'isolement reste le même. Du coup, c'est ça un petit peu, c'est retrouver le fil rouge jusqu'à la première fois où il y a eu ce problème-là. Deuxième personne qui est venue me voir, c'était pour des douleurs, notamment pour une névralgie costale. Donc c'est une douleur au niveau de la cage thoracique, puisque y a les nerfs qui sont surstimulés par le système nerveux autonome. Je vous ai pas présenté cette partie-là parce que ça commençait à faire déjà beaucoup d'informations théoriques, mais ça parle chez nous de contact imposé quand il y a une douleur. C'est qu'à un moment donné, on m'a imposé un contact qui n'était pas juste pour moi. Et en plus, là, comme ça crée de la douleur, on peut dire que c'est en encrier puisque ça fait plus mal. Ça aurait pu bloquer les nerfs et bloquer complètement, être anesthésié, mais là, ça crée de la douleur. La névralgie, quand on cherche une phrase conflictuelle, par exemple, chez nous, dans le livre, Christian, il va dire quelque chose du genre « Je veux trouver une solution pour ne plus sentir ce contact qui m'agresse ». Ça, c'est son hypothèse un petit peu généralisée qu'il essaye d'appliquer aux gens, qui regardent si ça passe ou si ça passe pas. Là, en l'occurrence, ça passait. Puisque, en discutant du symptôme, le patient me disait que c'était une sensation au quotidien d'être bloqué. Pas forcément au niveau physique, mais dans sa vie de tous les jours. Je commence des choses et je ne peux pas les mettre en application. J'ai l'impression d'être bloqué, tout le temps bloqué. Dès que je veux commencer quelque chose, ça s'arrête. Je suis comme figée, comme un arbre qui peut pas bouger. Donc c'est quand même des mots qui étaient forts et c'est des phrases que j'ai gardées parce que c'est pas juste je me sentais ralentie ou voilà, c'est vraiment j'étais figée, j'étais bloquée. Et c'est des mots... Dans la vie de tous les jours, on les utilise pas tant que ça. Figé, c'est quand même très fort. Du coup, on est allé voir, ok, c'est quand la dernière fois que vraiment la névralgie, la dernière fois qu'elle s'est vraiment réamplifiée, la dernière fois qu'il y a eu de nouveau ce symptôme-là. Et cette personne me parle d'une dispute de couple où je me sens bloquée dans cette situation, on m'entend pas. Donc encore un événement différent, mais je suis bloquée. Il y a quand même de nouveau cette notion d'être bloquée et de pas pouvoir, en tout cas, de parler et de pas être entendue. Quand on va voir au niveau du programmant, on est retombé sur une période où le patient était tout bébé et bloqué par le bras de papa qui dormait. En tout cas là en l'occurrence qui pleurait, ça a évolué au fur et à mesure de la séance, mais du coup c'était vraiment figé, bloqué physiquement puisque papa l'utilisait comme une peluche en fait, papa était triste et l'utilisait et avait le bras par-dessus, donc le bébé ne pouvait pas bouger. Et il y avait en plus de ça, je veux pas le réveiller, je veux pas le déranger, je veux pas qu'il soit encore plus triste. Donc il y avait un peu les deux notions, il y avait le côté je peux pas parler, et le côté je peux pas bouger. Donc on a travaillé ça. Aujourd'hui, les douleurs se sont en tout cas bien diminuées pour l'instant. Ça fait quelques semaines, mais ça avance. Et le cas pratique numéro 3, c'est c'est pour vous montrer qu'on peut aussi travailler des symptômes qui sont pas physiques, qui sont pas forcément dans la matière. Parce que là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est venu me voir parce qu'elle n'arrivait pas à lâcher prise et principalement dans les situations qui étaient néfastes et toxiques pour elle. Donc capacité à dire non et ne pouvait pas le dire quand quelqu'un dépassait les limites. Ça peut poser des gros problèmes au quotidien quand même. Là en l'occurrence, c'était son compagnon était infidèle, elle l'a découvert et elle avait peur de le dire. Elle avait peur de lui faire remarquer alors qu'elle était au courant et qu'elle avait toutes les preuves, mais elle voulait pas lui dire et elle voulait pas que ça impacte la vie de son compagnon, la sienne et celle de ses enfants. Donc vraiment une peur de le dire parce qu'elle avait peur des conséquences, alors que c'était clairement une situation qui était pas correcte, quoi. Et on est allé au programmant, et c'est là qu'on a trouvé que quand elle était enfant, elle a été abusée pendant 2 ans, qu'elle pouvait pas en parler, que l'abuseur lui disait comme une menace qu'il allait le dire à ses parents si elle parlait, sauf que ça aurait été une bonne chose que ses parents le sachent. Mais du coup, elle avait peur des conséquences, peur que ce soit peur d'être en danger en fait, en disant que c'était pas correct et pas correct pour elle. Et il y avait vraiment le côté je pense le mériter et cette personne-là me dit qu'en plus c'est un danger si j'en parle donc je dis rien et j'accepte et c'est ok.